Bonjour, bienvenue dans ce Talk to the Expert. Aujourd'hui, la thématique que l'on va proposer, qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de parler de la partie gestion de projet, comment sécuriser l'approche d'un projet SIRH pour une ETI, donc notamment qui croit à l'international. Il y a un certain nombre de points et d'éléments qu'on souhaite partager avec vous et je suis donc rejoint aujourd'hui par notre expert, Julien Bordin, que je vais laisser se présenter. Bonjour Eric, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Julien Bordin, je suis consultant chez Arago et dans le domaine des SIRH depuis une quinzaine d'années, que ce soit autour de la paye, du core HR, de la partie talent, recrutement. Et donc j'ai accompagné différentes organisations françaises, internationales, beaucoup de TI à l'international. C'est partie des caractéristiques fortes des projets, on va dire, sur lesquels j'ai pu travailler. Que ce soit dans le déploiement ou dans la partie conseil et avant-vente de ces projets. Très bien. Alors Julien, peut-être première question, pourquoi tu penses que c'est important d'aborder le sujet justement de la gestion d'un projet SIRH, notamment pour les ETI, notamment à l'international. Pourquoi c'est cette thématique particulièrement? C'est qu'on en a un petit peu parlé. Alors moi, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur dans le sens où on voit, et j'ai pu voir de par mes quelques années d'expérience, malheureusement, trop de projets qui traînent, qui sont en stand-by ou qui, pire, sont arrêtés pour cause d'une mauvaise gouvernance, pour cause de non-anticipation de sujets qui sont pourtant essentiels et sur des thématiques assez basiques. Donc il nous paraissait important de mettre le doigt sur ces sujets, de partager un petit peu, on va dire, le ciment qui peut permettre au projet d'être solide par la suite. Très bien. Alors, peut-être première question, quels seraient les premiers conseils que tu pourrais donner donc, pour mener à bien ces projets? En parallèle de cette question, pour nos auditeurs, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On se fera un plaisir de vous y répondre. En fonction de la thématique, ça peut aller peut-être dans le cadre de notre échange, mais aussi également à l'issue de cet échange avec Julien. On se fera un plaisir de vous y répondre. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors, pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de clairement définir les enjeux et les finalités de la démarche quand on se lance dans ce type de projet et surtout de les garder en tête tout au long du projet comme des drivers importants, les rappeler aux équipes, les marteler, en faire un petit peu le fil rouge. Est-ce que l'objectif, c'est de fiabiliser et de sécuriser l'historique de données? Est-ce que c'est de faire du collaboratif? Est-ce que c'est de mettre en place des process? Est-ce que c'est de structurer les éléments à l'international? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une opportunité? Il est vraiment important de définir ces éléments clés parce qu'on a souvent, nous, côté éditeur ou intégrateur, une feuille de route à laquelle on répond et on se rend compte que la feuille de route, elle change en fonction de l'avancement du projet. Ça peut faire partie de la vie d'un projet et ça s'entend, mais on peut pas avoir un projet qui change du tout au tout du jour au lendemain sans que ça ait des impacts. Et ça, c'est le premier vraiment conseil que je donnerais, c'est de définir une feuille de route et de la suivre. D'accord. Alors justement, en parlant de feuille de route, quelles seraient pour toi les grandes étapes incontournables justement de la gestion d'un projet SIRH? Alors, je dirais que c'est bien évidemment, comme beaucoup de sujets, à contextualiser au regard de l'organisation, de sa complexité, des enjeux, des moyens, des ressources. Mais pour moi, il y a 5 grandes étapes essentielles. D'un point de vue macro, j'entrerai pas dans les micro-tâches, bien évidemment, mais la première étape, c'est définir un budget. On a trop souvent des organisations qui ont énormément d'ambition, sans forcément avoir des moyens en face de ces ambitions. Et on arrive sur des projets qui sont pas réalisables ou des organisations qui se mettent sous contrainte parce que le budget, c'est des ressources, c'est une solution, c'est du temps qu'on dédie. Et voilà. Et c'est important de définir quel est le budget qu'on veut se donner pour cet investissement, parce qu'il faut bien l'avoir en tête comme étant un investissement avec un ROI derrière et pas une dépense pure pour mener à bien le projet. Alors, j'ai une question, peut-être, oui. Julien, je te coupe. Sur cette partie budgétaire, donc moi j'accompagne les clients, tu le sais, les clients d'Arago. Très souvent, je me rends compte aussi également que la partie budgétaire, c'est pour eux compliqué de l'évaluer en fait en amont. Tu aurais peut-être un conseil ici à apporter
à partager avec nous? Moi, je trouve que dans une consultation, c'est toujours bien de se dire qu'il y a plusieurs étapes. On va avoir le RFI, on va avoir le RFP, mais il y a toujours une partie veille en amont qui peut permettre déjà d'échanger avec un certain nombre d'éditeurs, un certain nombre d'intégrateurs, d'avoir des fourchettes à minima et de se dire si je veux mettre en place un corps RH, si je veux mettre en place un ATS, c'est tel ordre de grandeur, parce que je suis tant de pays, parce que j'ai telle complexité à gérer, etc. Et voilà, ça permet déjà d'avoir un petit peu des visions d'offres à tiroir avant de rentrer dans un RFI et un RFP qui soient construits sur la base justement de ces inputs. Alors Moi, moi, je le ferai vraiment de façon itérative en fonction du marché, sachant que le marché évolue et sachant que selon les acteurs, on peut aller du simple au triple en termes de positionnement, en termes de complexité. ouais, sur cette partie-là, je te confirme que très souvent, on arrive dans les phases de RFI ou de RFP où effectivement, les clients pensent que c'est cette étape-là qui va leur permettre de définir le budget. Ça doit être fait avant. Ça doit être fait vraiment avant, en amont, Voilà. pour être certain que le budget soit cohérent avec les ambitions. L'étape suivante, c'est la phase de consultation qui doit être structurée. Donc, on vient d'en parler, un RFI, un RFP, mais il faut bien définir l'expression de besoin. C'est-à-dire qu'on définit un budget, ce budget il est en phase avec des moyens, ces moyens c'est pour répondre à des ambitions. Il faut qu'on ait un cahier des charges. Idéalement, quel est l'existant, quelle est la cible? Ça permet de voir la marge d'évolution et qu'est-ce qui est ciblé. Idéalement, prioriser. La priorité, elle est là, elle est là. Ça permet à des consultants expérimentés comme nous de dire, voilà, nous, on vous conseille sur votre priorité 1 d'y aller et la priorité 3, peut-être de la mettre de côté et on pourra la traiter différemment. Mais en tout cas, avoir une expression de besoin et une consultation qui soit structurée pour être certain que ça soit d'une part efficient, parce qu'il n'y a rien de pire que des consultations qui sont lancées, qui se relancent, des RFI ou des RFP qui sont rédigés parce qu'il fallait les enrichir. D'où l'intérêt de faire de la veille, de rédiger un RFI pour identifier un certain nombre de potentiels partenaires susceptibles de répondre, et ensuite de finaliser un RFP qui soit un petit peu derrière la Bible du projet pour pouvoir la déployer, le déployer comme il faut. L'étape suivante, c'est bien évidemment le choix de la solution et de l'intégrateur qui la déploiera. C'est important de challenger l'éditeur, l'intégrateur sur les capacités fonctionnelles, sur les capacités à intégrer, sur la bande passante, on se rend compte qu'il y a malheureusement encore trop d'acteurs qui ont tendance à dire oui à tout, ce qui n'est pas forcément le cas. Et le jour où ça doit être implémenté, il y a une complexité. Nous, on a la chance d'être vraiment une organisation d'experts. Si on vous dit que c'est pas possible, c'est qu'il nous semble que c'est pas possible, ou du moins dans le contexte, avec les moyens, avec les enjeux qui sont définis. Donc ça, c'est important de créer un lien de confiance avec son éditeur, son intégrateur, dans le cadre de l'aide au choix qui peut éventuellement être faite en amont du déploiement. La suite logique, bien évidemment, c'est formaliser le besoin, c'est-à-dire qu'on a un RFP qui va rester très macro, et derrière, on va aller dans la phase de design, et cette phase de design, elle est structurante parce qu'il faut qu'on ait des sachants qui arrivent au moment de l'analyse et qui soient en mesure de donner les inputs partagés. On a trop à l'international de clients où on a le central, on va dire les RH groupes, qui ont une vision partielle des besoins du groupe parce qu'ils n'ont pas eu le temps de collecter les besoins auprès des interlocuteurs locaux. Ou à l'inverse, on se retrouve avec, moi ça m'est arrivé de faire des phases de design où j'ai 40 personnes dans la salle, tous les RH de tous les pays, et il est impossible de faire une analyse si c'est pas centralisé à minima d'une voix. Alors on peut avoir 3-4 représentants de grandes zones, bien évidemment, mais c'est très compliqué de mener des analyses et des phases de design si on a trop de personnes ou trop peu d'informations. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment structurant, sachant que ça va directement impacter la dernière phase clé qui va être la recette, parce que la recette n'est que vous, en tant que client, le fait de vous assurer que ce que vous avez demandé vous a bien été livré conformément à ce qui a été spécifié en amont. Et tout ce qui est bien spécifié peut être testé facilement si on s'est mis d'accord sur ce dont on parle. Et malheureusement, il y a trop de projets sur lesquels on arrive en phase de recette,
il y avait une mauvaise compréhension de la phase de design parce que ça avait été bâclé, le plan de recette n'avait pas été rédigé de façon formelle, et l'équipe RH, au moment de la recette, dit « Ah ben non, ça, on aurait aimé que ce soit comme ça, on aurait aimé que ce soit comme ça ». Alors la recette, il peut y avoir des ajustements, mais c'est pas au moment de la recette qu'on doit refaire tout le design de la solution. Donc voilà, si je devais donner 5 grandes phases structurantes et des conseils autour de ces phases, c'est ces 5-là. Très bien. Alors, peut-être là, parce qu'on parle effectivement aussi de projets à dimension internationale, quelle serait pour toi la manière de concrètement gérer les besoins des différents pays dans ce contexte-là? Un petit peu. Alors, pour moi, il y a un sujet qui est vraiment important, c'est que quand on parle de contexte international, potentiellement, on parle d'une approche dite globale. C'est-à-dire comment avoir une vision globale, consolidée des éléments, tout en étant en mesure de répondre aux particularités locales. Alors les particularités locales, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être déjà la traduction, que chaque langue ait une solution qui soit traduite ou pas dans la langue du pays. Quand je dis traduite ou pas, on peut très bien imaginer que la solution elle-même, les points de menu, etc., soient traduites pour y accéder, pour naviguer, mais que le contenu soit par exemple dans la langue du groupe, qui peut être l'anglais. Parce qu'il faut bien avoir en tête que si on se dit on ouvre la solution dans 12 langues, il faut qu'à chaque fois que vous changez un référentiel, que vous lancez un formulaire de performance, si vous voulez être jusqu'au boutiste, il faudra le traduire et le maintenir dans ces 12 langues. Et ça, c'est une charge au lancement, d'une part, mais c'est une charge en termes de maintenance derrière, pour vous, et en termes d'analyse. C'est-à-dire que si on lance des campagnes de perf dans 12 langues, faut-il encore être en mesure d'analyser ces campagnes de perf dans 12 langues, que les managers soient en mesure de faire passer les entretiens dans les langues et qu'on soit en mesure de faire du reporting consolidé dans ces langues. Donc là, moi, j'ai souvent tendance à dire la solution est activable nativement dans toutes les langues, mais le contenu, si on a une langue commune ou deux langues, par exemple anglais plus français pour une société française à l'international, ça simplifie quand même la maintenabilité de la solution et la capacité d'analyser. D'accord. Très bien. Peut-être plus concrètement, en termes d'organisation et de ressources, comment peut-être tu verrais les choses pour qu'on va dire la gestion du projet se passe bien, c'est-à-dire qu'en termes de aussi autour des bonnes pratiques ou autour en fait des méthodologies qui sont proposées. Comment tu proposes Alors, ça, en fait. Moi, les conseils que j'ai tendance à donner, c'est ne pas être trop optimiste sur la charge et les ressources à mobiliser, dans le sens ne pas sous-estimer la charge. Avoir en tête que un projet, quel qu'il soit, ça reste des femmes et des hommes qui travaillent ensemble et qui peut toujours avoir des aléas. Des aléas parce que enjeu business, parce que mobilité, parce que démission, parce que maternité, maladie, problèmes budgétaires dans le projet. Donc tout ça fait que ça peut avoir des impacts qu'il faut potentiellement avoir en tête et se dire c'est pas parce qu'on a décidé que pour aller d'un point A à un point B, il fallait tracer un trait, y arriver, qu'on serait pas obligé de faire des zigzags et de contourner un certain nombre d'éléments. Donc ça, il faut avoir une certaine flexibilité sur ces éléments. Et moi, j'aurais tendance à favoriser l'intervention des sachants sur les phases clés, design, recette, mais à s'assurer que il faut gérer le quotidien. Souvent, on arrive au démarrage projet et on a des équipes RH qui doivent gérer le quotidien, qui étaient peut-être déjà à 110% de leur temps impliqués, et elles ont 50% de leur temps en plus à dédier. On peut pas travailler 160% de son temps de façon efficiente. Donc, potentiellement, embaucher des personnes en interne pour gérer le quotidien pendant les phases clés du projet, ou embaucher quelqu'un en support sur le projet, sachant que sur ce sujet, il y a aussi un vrai enjeu, c'est que nous, on vient en tant qu'intégrateur pour construire une solution et l'adapter à votre contexte, mais le vrai démarrage du projet, c'est le moment où on passe live. Le vrai démarrage de la solution, c'est le moment où on passe live et où vous commencez à l'utiliser. Le projet n'est qu'une partie. Et quand on est en run, et là aussi où on peut vous accompagner bien évidemment, mais il faut bien avoir en tête que l'idée de se dire on embauche quelqu'un pour faire le projet et derrière les sachants vont prendre en main l'outil, c'est un peu contre-productif parce que les sachants qui n'ont pas eu la main dans l'outil pendant le projet ont un risque de perte de connaissances et un risque de fuite de compétences si la personne qui a construit le projet était en CDD et part à la fin du CDD. Donc ça, c'est un petit warning important à avoir en tête aussi en termes d'organisation. Merci Julien. En termes de
services aujourd'hui que tu proposes dans le cadre de tes activités, des activités de conseil d'Arago. Je sais qu'il y a de l'activité de conseil que l'on propose à nos clients, et ce, quelles que soient les technologies derrière. C'est vraiment sur les méthodologies. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à nous consulter ou à partager votre projet sur cette partie-là, parce qu'effectivement, on est tout à fait en capacité de vous apporter des supports et des méthodologies. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, Julien, tu me confirmes, effectivement, on déploie aussi des solutions SIRH. Et donc, dans ce cadre-là, on est aussi en capacité d'échanger avec vous en amont pour vous permettre d'identifier des besoins, enfin, l'évaluation budgétaire notamment, l'évaluation en termes de ressources, l'évaluation en termes de process et de méthodologie plutôt préconisée suivant la typologie du projet. Sachant que de toute façon, il y a rien de mieux pour nous que de co-construire le projet de demain avec nos clients, d'être en amont sur la réflexion, parce que derrière, on voit, on sème des graines entre guillemets sur lesquelles on échange, vous mûrissez, et par la suite on peut itérer. Donc c'est vraiment la façon la plus pertinente de travailler, effectivement. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Julien. Je vous Eric, invite à ne pas hésiter à prendre contact avec nous. bonne journée, au Bonne revoir. journée. Merci, Julien.